Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, le département des Hautes-Alpes est le département où l'on paie le plus d'impôts. Une étude a été publiée il y a quelques jours, on y revient en tout début de journal. Emma pour les petites filles, Timéo pour les petits garçons, la liste des prénoms les plus donnés dans le département a été publiée, on y revient au cours de cette édition. Et puis zoom en fin de journal sur le Monte Carlo, ça y est, les pilotes arrivent dans le département, les images au cours de cette édition. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi dans les Alpes du Sud et la neige qui fait son retour. 306 € par habitant, c'est dans le département des Hautes-Alpes que les habitants payent le plus d'impôts pour leur département. Une étude a été publiée il y a quelques jours. On apprend également que la dette par habitant est très élevée. Le point, Annick Berger. Oui Valentin, alors le département des Hautes-Alpes qui est tout simplement le département de France qui taxe le plus ses habitants. 306 € d'impôts en moyenne pour les habitants du 0,5 pour financer les compétences du Conseil général, les crèches, la voirie ou encore les transports en commun ou les médiathèques. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude qui a été publiée vendredi par Le Figaro, le département des Hautes-Alpes qui est devant l'Aude, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et les Alpes de Haute-Provence. Et puis l'autre mauvaise note pour le 0,5, eh bien, c'est la dette par habitant. Elle est la deuxième plus élevée en France, juste derrière la Corrèze, mais devant le Cantal ou la Dordogne. Alors la dette qui s'élève à 1 341 € par personne dans les Hautes-Alpes, soit une augmentation eh bien, de 2% de 2011 à 2012. Alors une bonne nouvelle tout de même pour finir, c'est que le Conseil général et la majorité du CER ont déjà annoncé qu'en 2014, aucune augmentation d'impôts n'aurait lieu au niveau du département. Alors évidemment, les réactions ne se sont pas faites attendre. Du côté du Conseil général des Hautes-Alpes, l'opposition s'engouffre dans la brèche, la majorité se défend. Écoutez dans l'ordre Christian Graglia et Jean-Yves Ducerre. Ça ne m'étonne absolument pas, c'est ce que nous redisons jour après jour, séance après séance au président du Conseil général, que la somme des impôts payés par les habitants du département est excessive. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'il y a 5 ans maintenant, le président a augmenté brutalement de 30% les impôts. Ça a été la plus grosse augmentation qui se soit faite en France. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences, puisque cette augmentation est répercutée d'année en année, bien sûr, depuis 2008. Aujourd'hui, la dette est passée, en gros, elle a été quasiment multipliée par 3,5, voire 4, sous la présidence de Jean-Yves Ducerre. Donc la dette, évidemment, alors malgré l'augmentation des impôts, on aurait pu penser que la dette baisserait, pas du tout. Elle a été augmentée par une politique des années 2008, 2009, 2010 qui a jeté un petit peu l'argent par les fenêtres. Et à la sortie, c'est les successeurs de Ducerre qui devront payer les conséquences et plus globalement tous les Hauts-Alpins. En fait, la dette, c'est simplement faire un emprunt sur nos enfants. Disons que je peux comprendre que les gens soient effectivement interpellés par cela. D'ailleurs, dans le dernier magazine du département, j'explique ce qu'il en est exactement. Parce qu'en fait, mettre tout ça selon un ratio qui prend uniquement les habitants permanents est faux et en tout cas ne reflète pas la réalité. Nous sommes un département touristique. Alors aussi bien d'ailleurs pour les impôts que pour la dette, il faut à minima prendre en compte le nombre d'habitants, ce qu'on appelle la population DGF, un ratio sur lequel tout le monde se reconnaît et qui prend en compte non pas 140 000 habitants, mais 200 000 habitants. On équipe notre département pour tous les gens qui viennent chez nous. Je prends un exemple très simple. Vous étiez, il y a 2 jours, simplement à Saint-Michel-de-Chaillol. Imaginez-vous qu'on répercute le prix de la salle polyvalente que nous avons inaugurée au du télésiège uniquement sur les 300 habitants de Chaillol. Ça ne voudrait strictement rien dire. Donc, l'explication que j'ai, moi, c'est que si on applique un ratio normal, eh bien, nous ne sommes pas à 1 300 € de dette par habitant, nous sommes à 800 € de dette par habitant population DGF, et nous ne sommes pas à 300 € d'impôts par habitant, ce qui d'ailleurs ne veut absolument rien dire, mais plus normalement à 200 €.
Tout autre sujet maintenant, des tags ont encore été constatés dans le département des Hautes-Alpes. Cela pourrait être l'œuvre d'une seule et même personne ou le début d'une mode bien triste dans notre département. Après les tags contre Roger Didier, maire de Gap, ceux faisant l'apologie de l'essayiste Alain Soral ou encore ceux envers l'avocat Kader Sebar, c'est au tour de Dieudonné et de Manuel Valls de s'inviter sur la voie publique dans notre département. Depuis quelques jours, on peut lire Valls, ce traître, et Dieudo sur un conteneur situé sur la route de l'Avance. Politique maintenant, et cela pourrait être le discours de Chaillol à l'occasion des 50 ans de la station. Ce week-end, le sénateur des Hautes-Alpes, Pierre-Bernard Raymond, a prononcé un discours pour le moins surprenant. Il appelle à la révolte des Hauts-Alpins. « Vous êtes trop braves », a-t-il déclaré. Reportage, Clara Lolstis. Le sénateur Pierre-Bernard Raymond a choisi ce samedi à Chaillol d'adresser un véritable appel aux Hauts-Alpins. Discours testament, c'est peut-être le cas puisqu'il doit annoncer s'il se représente ou pas en septembre prochain au sénatorial. Après 40 ans d'engagement public, PBR a surpris l'auditoire en appelant les Hauts-Alpins à s'unir et à se réveiller. Il a évoqué le désenclavement et a déclaré « On a échoué sur l'autoroute » avant de s'en prendre sèchement à la SNCF et a ensuite appelé les Hauts-Alpins à la réflexion. Vous devez être conscient de ce qui est en train de se passer et vous devez exiger. Hauts-Alpins, vous êtes trop braves, vous êtes trop calmes, vous acceptez trop ce que l'on vous donne sans réclamer ce à quoi vous avez droit. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. J'ose espérer que le réveil se fera. J'ose espérer que nous dirons non à cette marginalisation rampante et que nous pourrons un jour espérer être avoir à nouveau le sentiment d'être véritablement intégrés dans la communauté française et que nous n'aurons pas l'obligation d'aller demander aux Italiens de nous aider. Le moment est venu d'être exigeant, de réfléchir à tout ce qui, aujourd'hui, constitue notre environnement au niveau mondial, au niveau français, au niveau régional, au niveau départemental. Et qu'à partir de cette réflexion, les Hautes-Alpes se lancent dans une nouvelle étape, une étape de progrès, une étape de courage et une étape de réussite. C'est donc un discours intense qu'a prononcé Pierre-Bernard Raymond. Reste une question, est-ce un discours testament ou un discours de candidat ? PBR doit se prononcer sur sa candidature au sénatorial dans les heures qui viennent. Emma pour les petites filles, Timéo pour les petits garçons. La liste des prénoms les plus donnés en 2013 dans les Hautes-Alpes a été dévoilée. Ils sont loin, les Annick, Valentin, Irénée ou Clément. Dossier complet d'ici TV. Tous les ans, on les publie, mais chaque année, ça nous fait plaisir de les entendre. Les prénoms les plus donnés lors de l'année précédente. Alors en 2013, le palmarès est... Le palmarès de cette année nous donne dans les filles la première en liste, Emma, Léa, Léna, toutes les trois, ces trois prénoms ont été donnés 7 fois. Et dans nos garçons, on a 18 fois Timéo, 11 fois Léo et 10 fois Mathis. Alors Françoise Petit, la sage-femme cadre du Chicas, l'hôpital de Gap, nous rappelle que le classement n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport à 2012. Grosso modo, pas dans le même ordre, mais Mathis, qui était en première ligne. Emma, on devait avoir Léa l'année dernière. On garde des noms en A, tout en douceur pour les filles. Et puis des petits prénoms sympathiques pour les garçons. Bon, Mathis, Timéo, Léo, voilà. On a toujours des vieux prénoms qui sont dans la liste de tête. On a encore des Hugo, Gabriel, Gabin, Arthur. Et pour les filles, toujours... on a des Marie, on a des Juliette, on a des vieux prénoms, Louise, Jeanne, voilà. Alors en 2012, il y avait eu aussi un petit écrin. Quels sont les prénoms qui sortent de l'ordinaire pour l'année 2013 ? Eh bien, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Je vois dans les garçons qui a été donné 3 fois à Aaron, Eden en garçon. Eden en garçon, le paradis. Pour les filles, on reste donc dans le classique en 2013. Alors 2013 a été une année
à Garçon. La tendance est inversée l'année dernière. On avait une 70 majorité de filles en plus. C'était une année à filles. Et cette année, c'est exactement l'inverse. Donc tout s'équilibre à un an près. Fille ou garçon, ce n'est pas grave. Emma ou Lucas, peu importe. Le principal, c'est qu'ils soient là. Allez, restons dans la jeunesse. Plus de 400 jeunes s'étaient donné rendez-vous dans la station des Ors pour dire non à la discrimination à l'école. Reportage Élodie Pépin. Branle-bas de combat ce matin sur le parking des Ors. Plus de 400 élèves débarquent d'une dizaine de bus. Tous viennent participer à un happening, soit une gigantesque fresque vivante qui servira à créer une affiche pour un concours national contre le harcèlement à l'école. Bruno Vernet, principal adjoint du collège Les Écrins, a un peu de mal à se faire entendre. Bon les noirs, on va commencer à vous placer doucement. Vous ne bougez plus, vous ne touchez à rien, vous le demande s'il vous plaît. Difficile effectivement de gérer tous ces élèves. Eux, par contre, sont plutôt détendus. L'événement leur permet d'être dispensés de cours. Les évaluations. Chut. On fait pas les évaluations. J'aime pas les évaluations. Mais ici, on n'est pas venu pour s'amuser, mais dénoncer un problème sérieux, le harcèlement à l'école. Tous les élèves ont plus ou moins une idée sur la question. C'est un élève qui est un peu au centre de... Enfin, il y a souvent une bande d'élèves qui s'acharnent sur un élève qui est faible, plus faible. Ouais, qui le mettent à l'écart, du coup, et qui s'acharnent sur lui, quoi. Je sais pas comment la discrimination. C'est répétitif envers les élèves. Par exemple, il y en a un qui est mis à l'écart et il y a des groupes qui se forment et qui parlent sur lui, par exemple. Donc nous, on est venus pour ça. C'est pour arrêter le harcèlement à l'école. C'est-à-dire, c'est quoi le harcèlement? C'est un truc qui se produit tous les jours. Alors après s'être tous positionnés, il est l'heure de faire décoller le drone qui prendra la photo de la future affiche. Tout est sous contrôle. Il faut dire que la préparation a duré 4 mois avec la collaboration d'un artiste plasticien, Erwan. Tout le travail technique pour la fresque, c'est une dizaine d'heures devant l'écran. Ensuite, il y a tout le travail pour faire rentrer tout le cheminement. Une feuille de route a été fournie aux élèves et aux professeurs pour savoir comment faire pour rentrer dans la fresque. Donc ça, c'est encore quelques heures de passer. Ensuite, c'est aussi des repérages. Ensuite, c'est aussi quelques réunions pour qu'on soit tous en cohésion. Il y a une vraie belle cohésion sur ce projet, du principal à la station des Ors, au drone, vraiment à tous les intervenants. Chacun était réellement à sa place. Donc c'était vraiment un beau projet chouette. Tout s'est finalement bien déroulé, le cliché est en boîte, Bruno Vernet peut enfin souffler. Il faut un peu de coordination et de la bonne volonté de l'ensemble. Et je remercie vraiment les directeurs des écoles, les enseignants qui sont sur ce projet, parce qu'effectivement, c'est déplacer 470 élèves sur un même lieu, c'est 9 bus. Qui sont accompagnés, c'est pas évident à gérer, mais ça s'est très très bien passé. Et la surprise veut être gardée jusqu'au bout. Le résultat final du cliché sera visible le 30 janvier, jour où les organisateurs enverront l'affiche finale au jury. On passe au sport et comme chaque lundi, le journal est signé Adrien Citeau. Quelques résultats sportifs pour commencer cette page sport et le 6e tour de la Coupe Gambardella en football ce dimanche et les jeunes Gapençais qui se sont imposés 2-1 contre Vénissieux. On connaîtra leur prochain adversaire lors des 32e de finale ce jeudi. Championnat de France de ski alpinisme à Auze ce samedi et Laetitia Roux et Matteo Jacquemou sont devenus champions de France. Décidément, les deux hauts alpins dominent très très bien leur sujet. On va parler rallye Monte-Carlo et ce lundi, c'était la 3e journée des reconnaissances. C'était la dernière également, ça s'est passé dans l'arrière-pays niçois. On fait le point sur ceux qu'ils ont rencontrés. 3e et dernier jour de reconnaissance pour les pilotes du Monte-Carlo. Au programme ce lundi, 3 spéciales d'une vingtaine de kilomètres en moyenne au nord de Monaco. La première se situe au sud de Digne-les-Bains, elle démarre de Clumans et se dirige vers l'Ambruis. Petite spéciale de 20 km qui terminera la journée de vendredi où les équipages se dirigeront ensuite vers Monaco dans la soirée. Deuxième spéciale au programme dans l'arrière-pays niçois, la bien connue La Bolène-Moulinet en sens inverse cette année. Longue de 23 km, elle est très technique et emprunte le col de Turini qui culmine à plus de 1600 mètres. On y attend un peu de neige vers la fin de semaine d'ailleurs. S'ensuit la spéciale inédite Sospel-Breil sur
Roya qui passe par le col de Brouilly sur une distance de 16 km. Cette spéciale reste tout aussi technique comme vous pouvez le voir sur ces images. Les équipages reviendront donc ce mardi dans les Hautes-Alpes pour préparer le shakedown de ce mercredi à Châteauvieux. Le shakedown est prêt pour ce mercredi. En effet, l'équipe travaux de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, était à pied d'œuvre toute la journée de lundi et ce jusqu'à mardi pour baliser, signaler, limiter le tracé de la course et les zones publiques. Au total, l'ACM a déployé 6 véhicules et 17 personnes pour réaliser les installations. Écoutez Gérard Roux, membre de l'ACM, et sur les dispositions prises pour la sécurité du public. Nous avons un book sécurité. Nous avons un book sécurité qui est établi par M. Jean-Luc Vieilleville. C'est un responsable de la sécurité de l'Automobile Club de Monaco. Et donc ce book sécurité, nous devons le respecter. À chaque intersection, chaque point dangereux, chaque épingle, nous avons des panneaux à mettre, des rubalises, afin de sécuriser les spectateurs. Il y a 3,5 km de rubalises rouges. Il y a à peu près 2 km de rubalises vertes. Et les panneaux, il y a à peu près 450 panneaux sur cette spéciale. Voilà, cette page de sport est maintenant terminée. On retrouve Valentin Doyen. On termine ce journal avec du snowkite, une discipline assez impressionnante. Une grande compétition est organisée en haut du col du Lautaret jusqu'au 17 janvier prochain. Reportage en haut des pistes, Élodie Pépin. Voler avec une planche de snow ou des skis, bienvenue dans le monde des snowkiters. Ici, on joue avec l'air et on se laisse emporter sur la neige. Hier, au col du Lautaret, c'était les compétitions mondiales de race, des épreuves de course donc, où un Norvégien, Andreas Toverud, s'est imposé. Mais les bons riders ne sont pas seulement des étrangers. Il y a de très bons riders dans la région. Donc de Serre-Chevalier, de la Grave et puis un peu dans tout le département. Il y en a qui viennent aussi d'un peu partout de France, de tous les coins de France. Et il y a beaucoup d'étrangers, on a pratiquement une vingtaine de nationalités. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça s'est développé au Lautaret et puis dans d'autres endroits, partout sur les montagnes. Et je suis très content parce que c'est absolument fabuleux. Là, on a la chance d'avoir une journée exceptionnelle. Peut-être un peu de neige cette semaine en plus, ce qui sera encore mieux. Et donc ça permet de montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec un cerf-volant de traction sur la montagne. On peut monter partout, on peut glisser partout, sauter, faire de la randonnée. Tous les styles sont possibles. Et si vous pensiez avoir raté l'événement, le plus impressionnant reste à venir. Les championnats de France de freestyle ont débuté aujourd'hui et s'enchaîneront toute cette semaine. L'actualité d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Premier signe de retour à la normale à Bangui. Les militaires africains et français poursuivent le désarmement et ils intensifient leur patrouille contre les pillards après des semaines de violence entre chrétiens et musulmans. Dans le même temps, des centaines de soldats qui avaient déserté l'armée ces derniers mois regagnent leur commandement. Les efforts continuent pour tenter de faire de la conférence de paix sur la Syrie un succès. De Paris, les États-Unis et la Russie ont appelé à un cessez-le-feu limité, par exemple à Alep, et à un échange de prisonniers entre le régime et la rébellion, deux exigences de la coalition de l'opposition syrienne pour participer à la conférence de paix prévue à Genève à partir du 22 janvier. Ariel Sharon a été enterré dans sa ferme familiale au sud d'Israël. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un petit nombre de hauts responsables étrangers. Aussitôt les obsèques terminées, 2 projectiles tirés de la bande de Gaza sont tombés non loin du lieu de l'enterrement. Beaucoup de Palestiniens considèrent Sharon comme un criminel. L'année 2013 a été bonne pour Airbus, très bonne même. Le groupe européen a enregistré 1503 commandes d'avions, plus que Boeing, ce qui est la meilleure performance commerciale de l'histoire de l'aéronautique. Il a livré au total 626 appareils l'an dernier et prévoit d'en livrer encore davantage en 2014. Un grand succès de santé publique. L'Inde célèbre 3 années sans aucun nouveau cas de polio, alors que les nombreux mendiants boiteux du pays montrent le lourd héritage laissé par cette infection. Désormais, le virus est éradiqué et cette petite fille, la dernière patiente atteinte, vit aujourd'hui normalement. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24h sur 24,
7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr